Et ça, les préjugés qui mènent au dialogue, ça, j'y crois et ça me rappelle une anecdote. Je dois vous dire que moi, je viens de Rouyn-Noranda, en Abitibi. Et quand j'étais enfant, j'étais la diversité. Moi et ma famille, nous étions la diversité de Rouyn-Noranda. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a manqué en grandissant d'avoir... ça manquait de couleur, hein, on va dire les vraies affaires. Ça m'a vraiment manqué et je m'étais dit, quand j'irai vivre à Montréal, parce que c'était mon objectif était très clair, j'aurai des amis de partout dans le monde entier. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai maintenant des amis de partout dans le monde entier. Et ce que je préfère faire, c'est des soupers à la maison. Et je prends un malin plaisir d'inviter des gens qui ne se connaissent pas, d'origines diverses. La consigne est très simple, apportez un plat de votre pays et on va le partager et chacun raconte un peu qu'est-ce que le plat, est-ce qu'il y a des anecdotes, des histoires liées à ça. Et une de mes belles victoires, et je l'aime cette anecdote, alors j'ai ma belle-mère qui vient de Rouyn-Noranda, qui, elle, avait envie de nous partager son célèbre pudding chômeur, qui était assis juste à côté de mon amie Sylvie du Sénégal, qui nous avait fait un délicieux mafé. Et au début, bon, elles sont un peu timides, elles ne se connaissent pas, la soirée passe, la soirée avance, et je tends l'oreille et j'entends, elles sont dans une discussion passionnée sur le tricot. Donc, elles ont découvert qu'elles avaient ce point en commun du tricot, et je me disais, oh, ça, c'est des petites victoires. Peut-être au début, on est un peu gêné par l'autre, on ne sait pas trop par où prendre ça, on ne sait pas à la limite, est-ce qu'on aura des choses en commun? Alors oui, elles avaient cette passion du tricot en commun et ça me faisait vraiment plaisir. Alors oui, j'y crois au dialogue. Et pour animer cette conférence, donc nous avons le grand plaisir d'avoir Madame Michelle Vatz-Laroussi, qui est professeure émérite retraitée de l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke. Elle est également chercheuse, elle s'intéresse particulièrement aux questions qui entourent l'interculturel, les trajectoires migratoires. Dans la conférence, elle va s'intéresser beaucoup aux préjugés qui vont créer l'incompréhension entre les personnes qui vivent des situations intergénérationnelles et des gens qui vivent des situations en interculturel au Québec. Alors, comment on arrive à arrimer tout ça? Elle va s'intéresser aussi à des pistes de médiation qui vont mener à un dialogue respectueux. Je vous demande d'accueillir Madame Michelle Vatz-Laroussi. Bon, bonjour. Difficile de prendre la parole après un temps d'émotion assez intense. On était dans le monde des émotions, hein, en écoutant notre chanteuse qui nous a vraiment, je pense, non seulement amené de la douceur, mais nous a amené à l'intérieur de nous-mêmes et de ce territoire aussi. Mais je ne voudrais pas dire qu'on va passer tout de suite au monde de la rationalité. On va essayer de passer au monde de la rationalité, mais en gardant un petit peu d'émotion en dessous pour continuer à réfléchir ensemble donc, sur ces intersections entre culture et génération. Et pour ça, je vais... Oups, les choses ne marchent plus. Les écrans ne marchent plus. Là, je m'adresse en haut. C'est pas au ciel. Est-ce que ceux du côté marchent? Non? Plus personne, on s'est perdu. Donc, bon, je peux me présenter un petit peu en attendant. Donc, non seulement je suis professeure retraitée de l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke, mais j'ai aussi participé à la création de la maîtrise en médiation interculturelle qui se donne à Longueuil en ce moment. Et puis, je suis moi-même immigrante dans une famille mixte. Mon conjoint et mes enfants sont marocains, français, canadiens. Moi-même, je suis française et canadienne. Je suis aussi une alliée des personnes racisées, des personnes immigrantes, des personnes qui sont exposées aux discriminations multiples et aussi aux femmes racisées. Et je trouve que c'est vraiment important de réfléchir ensemble et d'être sensible, de développer notre sensibilité aux préjugés. Et les préjugés, effectivement, peuvent aussi bien naître entre des groupes marginalisés, envers des groupes marginalisés, mais aussi entre les générations, pas seulement entre les personnes de diverses origines.
Donc aujourd'hui, on va essayer d'abord de regarder les intersections possibles entre les identités culturelles et générationnelles. Donc on va parler d'identité, mais culturelle et générationnelle. Qu'est-ce qui peut se passer? Puis on va regarder ça surtout au travers des trajectoires d'immigration. Donc je vais vous parler plus de migration, d'immigration aujourd'hui, puis aussi d'identifier donc ces préjugés-là, mais aussi de porter un regard sur les rapports intergénérationnels. Donc tout n'est pas préjugé, il y a vraiment des rapports intergénérationnels importants dans la migration. Et qu'est-ce qui peut se construire là-dessus en termes justement de dialogue, en termes de changement aussi, non seulement dans les réalités de ces rapports-là, mais aussi dans le regard qu'on porte sur ces rapports-là. Parce qu'on a souvent un regard assez négatif en disant ah les jeunes ils vont repousser la culture traditionnelle des anciens, ou bien ils vont s'adapter beaucoup plus vite au Québec et puis finalement il y aura des problèmes avec les adultes, les parents, les grands-parents. Donc on va essayer de regarder les choses un petit peu autrement. Donc d'abord les identités, c'est moi, l'autre, le nous, qui est en jeu. Je vais passer très rapidement sur les diverses identités, mais simplement se rappeler que l'identité personnelle, celle qu'on construit tous et toutes au cours de notre vie, cette identité-là, elle a pour mission de nous assurer une continuité dans notre vie, d'être un fil de continuité, d'assurer notre unicité, d'assurer aussi le fait qu'on est unique, qu'on est spécifique chacun. Aucun d'entre nous n'est exactement pareil, même si on peut avoir pas mal de points communs aussi. Puis notre identité est dynamique. C'est pour ça que je dis elle se construit, elle se reconstruit tout le temps, tout au long de notre vie. C'est sûr que quand on est enfant, cette identité-là, elle se met en place, mais après, c'est dynamique, ça change. Ça change selon les situations, selon la vie qu'on mène, selon les moments de notre vie, puis selon là où on en est chronologiquement, dans les périodes de notre vie. Notre identité personnelle, c'est sûr que quand on est retraité, comme moi, plutôt à 65 ans, elle n'est pas la même que celle que j'avais à 15 ans, que celle que j'avais à 30 ans, mais il y a quand même une continuité là-dedans. Puis, bien sûr, toujours garder en tête que notre identité se définit dans l'altérité. Elle se définit par rapport aux autres, elle se construit par rapport aux autres. Parfois, elle se construit parce que les autres nous reconnaissent le droit d'être nous-mêmes, et à ce moment-là, ça aide à la construction de notre identité. Parfois aussi, les autres sont plus péjoratifs, ont plus de préjugés vis-à-vis de moi-même, ou moi-même, j'ai plus de préjugés vis-à-vis des autres. Donc là, on a une altérité, on pourrait dire, qui n'est pas de reconnaissance, mais qui est une altérité qui peut créer plus de l'exclusion. Donc, notre identité va se définir toujours finalement à ces intersections-là. Et puis, toujours aussi garder en tête que notre identité a pour fonction de continuer à nous valoriser nous-mêmes. Donc, c'est très important. On a besoin de se renforcer, de se valoriser, pas juste dans le regard des autres, mais aussi dans notre propre identité. Puis, on a eu le chant sur la force des femmes tout à l'heure, qui finalement, c'est la même chose. C'est de se renforcer dans ce qu'on vit. Alors l'altérité, bien sûr, c'est dans notre identité psychosociale qu'elle va se construire davantage. Je ne vais pas aller loin sur les définitions, mais l'altérité, c'est vraiment reconnaître l'autre différent et lui reconnaître le droit d'exister en tant que personne différente aussi. Et ça, c'est extrêmement important à avoir en tête. L'identité culturelle, c'est tout ce qui est commun, donc avec des membres d'un groupe, mais ça peut être un petit groupe, comme je sais pas, un groupe professionnel ou un groupe familial, ou un grand groupe, comme une société, une communauté culturelle, etc. Mais gardons en tête toujours, la culture, c'est dynamique, ça vit, ça se transforme et c'est porté par des individus, donc ça n'existe pas. Il n'y a pas un objet culture là, que je porte avec moi, mais il y a tout ce que j'ai intériorisé et que je transforme avec mon identité personnelle, avec mon parcours et ma trajectoire. Dans l'immigration, qu'est-ce qui se passe? Il se passe la même chose que pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on se construit, on se reconstruit dans l'immigration, mais ce qui est peut-être assez spécifique, puis là je vais vous emmener sur des affaires plus intergénérationnelles, c'est que la famille joue un rôle extrêmement important dans l'immigration. Or, tout le monde n'immigre pas en famille, mais très souvent, il y a un projet familial qui est sous-tendu par la migration. Alors que ce soit un projet familial ici, dans la société, j'aime pas dire d'accueil, dans la société où on vit finalement, ou bien que ce soit dans les sociétés dont on est parti. Donc il y a vraiment un projet familial qui sous-tend, dans la grande majorité des cas, la migration.
Donc en fait, la reconstruction identitaire, c'est aussi une affaire de famille. Pas seulement des groupes d'appartenance culturelle ou de pays d'origine, mais c'est vraiment lié à notre famille, à notre histoire familiale aussi. Et donc il y a une espèce de dynamique des identités en lien avec la chronologie générationnelle au sein de la famille et des périodes de la vie. Au travers des travaux que j'ai menés, j'ai rencontré vraiment beaucoup de gens migrants de toutes sortes d'origines, de statuts, d'âge, etc. Puis ce qui apparaissait vraiment important, c'est qu'il y a la création d'une sorte de nous familial dans la migration. Puis ce nous familial-là, il se crée souvent, bien sûr, parce qu'il y a une famille avant de partir ou parce qu'elle va naître en cours de route. Donc, il y a quelque chose de très objectif dans le nous familial. Mais il y a toute la subjectivité, c'est-à-dire ce nous familial qui porte la migration et qui porte les projets et qui porte les projections aussi de chacun. Alors, ce nous familial-là va être extrêmement important. Il est un espace de référence, un espace d'appartenance. Et plus on migre dans des sociétés différentes de la nôtre, plus ce nous familial-là va être important parce qu'il va être à la fois le vecteur de notre arrivée, de notre implantation dans ce nouveau milieu, mais il va aussi nous aider donc à mieux connaître notre société d'installation et à s'y installer. Alors, il y a des stratégies familiales qui sont liées à ce nous familial. Et en fait, il faut garder en tête que ces stratégies-là visent à ce que chacun dans le groupe familial vive au mieux le changement. Et c'est vraiment important d'avoir ça en tête, parce qu'on a souvent l'impression contraire en disant « ouais, la famille, c'est un poids » et puis, bon, pour les jeunes, les parents ou les grands-parents vont leur imposer des choses, il y a du contrôle. Oui, on va le voir, bien sûr, il y a tout ça aussi. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'idée que tout le monde change dans la migration. Et le groupe familial va aider, ce nous familial-là va aider à notre construction identitaire, à chacun à l'intérieur. Puis chacun a un rôle, joue un rôle. Et c'est des rôles évolutifs, c'est aussi des rôles qui changent à l'intérieur du groupe familial. Alors, on va croiser ça maintenant donc avec les parcours migratoires. En fait, il y a 3 périodes. La période pré-migratoire, qu'est-ce qui se passe avant la migration ? Avant les migrations, chacun dans sa famille, selon sa génération, vit cette période-là à sa façon. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a les périodes, les événements de la vie. On rencontre un conjoint, une conjointe, on quitte le domicile de ses parents, on s'installe, on travaille ou pas, on voyage, etc. Il y a parfois des séparations aussi dans ce monde-là, et ça peut être parfois assez difficile. Il y a parfois aussi des déplacements voulus ou des déplacements contraints. Et puis, il y a un projet migratoire qui se met en place. Le projet, souvent, il est là avant la décision de migrer. Le projet, c'est-à-dire, on le pense. Et même les personnes, c'est vraiment important d'y penser, même les personnes réfugiées, celles qui sont obligées de partir, obligées de quitter leur pays, de s'exiler, il y a quand même un projet qui se met en place. Alors, des fois, c'est plus rapide, c'est dans l'urgence. Mais on ne quitte pas comme ça tout dans son monde sans qu'au moins dans notre tête et dans notre famille et dans nos relations avec les autres, il y a quelque chose qui se construit et qu'on peut appeler un projet familial. Puis, il y a la décision. Dans la décision, il y a des pertes, des ruptures, mais il y a aussi des espoirs et des projets. Puis ça, c'est partagé par les différentes générations. Pendant l'immigration, là encore, chaque génération le vit à sa façon. Donc, il y a une mobilité, il y a des chocs culturels. On se rend compte que, ici, ce n'est pas tout à fait les mêmes valeurs et surtout pas la même façon de les exprimer. Ce n'est pas tant les valeurs qui sont différentes que la manière de les exprimer. Et puis, on fait des découvertes aussi, puis on s'adapte parce qu'on n'a pas le choix. Il faut bien s'adapter. Et puis, on apprend la langue aussi parce que pour beaucoup de personnes immigrantes, adultes et enfants et aînés, c'est une réalité. On apprend une nouvelle langue, on vit dans un nouveau monde. Et après l'immigration pour les adultes, donc là, qu'est-ce qui se passe pour les adultes ? Souvent, il va y avoir des entrées en emploi plus ou moins faciles, des retours aux études plus ou moins faciles, beaucoup de déqualifications socio-professionnelles que les gens vivent avec beaucoup d'amertume souvent aussi. Et tout ça, ça va se répercuter aussi dans la famille. La non-reconnaissance des diplômes, des compétences, des expériences, vous en avez tous entendu parler, et ça fait partie des réalités. Souvent, les gens vont avoir un niveau de vie modeste, précaire, et c'est important aussi à garder en tête, parce que ça va jouer sur la vie familiale et sur la possibilité de reconstruction identitaire. Et puis souvent aussi, il va y avoir une cohabitation intergénérationnelle dans de petits espaces.
Alors, tout à l'heure, l'animatrice, excusez-moi, je ne sais pas ton prénom, nous parlait de cohabitation avec bon, des parents au-dessus et tout ça, mais quand on arrive, et souvent pendant un long moment, ben, c'est pas ça, hein, on est dans des logements exigus, pas terribles, assez insalubres parfois, puis on vit tous ensemble. Alors, ça peut bien se passer parce qu'on peut se rendre service, effectivement, puis des fois, ben, ça va créer, parce que toute cette promiscuité-là, puis le fait aussi qu'on vit de l'amertume, qu'on vit des chocs, que toutes les choses peuvent être un petit peu difficiles à ce moment-là, ben, ça va rendre parfois cette cohabitation intergénérationnelle un petit peu lourde, un peu difficile. Puis, on change les rôles au sein de la famille. Hein. Par exemple, bon, avant, l'homme et la femme travaillaient, ou ben là, on arrive, il y en a un qui retourne aux études, l'autre essaye de se débrouiller avec les enfants parce qu'il n'y a pas forcément les services de garde, etc. Donc, il y a vraiment des changements de rôle qui n'étaient pas prévus, en fait, que les gens n'avaient pas prévus. Qu'est-ce qui se passe pour les enfants? Ben, ce qui est important pour eux, c'est la socialisation. Hein. Ils vont à l'école, donc ils se socialisent rapidement à un nouveau milieu. Ça ne veut pas dire qu'ils s'adaptent plus vite, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas le choix de se socialiser dans ce nouveau milieu-là. Et souvent, ils vont avoir un rôle de transmetteur, famille, société d'accueil, famille. Hein. Donc, transmetteur. Alors, des fois, on dit que c'est un poids pour les enfants, c'est vrai. Mais c'est aussi une responsabilité que certains d'entre eux vivent de manière positive parce qu'ils participent comme ça à leur famille, à l'installation de leur famille. Et on est vraiment là dans des échanges intergénérationnels qui vont être importants et intéressants. Puis, ben, un de leur travail, c'est de continuer à développer leur identité personnelle. Donc, ils le font, hein, les enfants, au travers de ces réalités-là. Alors, si on regarde maintenant les intersections entre les identités et les parcours, ce qu'on voit en fait, c'est que selon les périodes de la vie et dans la migration, au travers donc de la période prémigratoire et du projet dans la nouvelle société où on vit, il y a plusieurs éléments qui se jouent, mais surtout notre histoire et notre identité individuelle, notre histoire et notre identité familiale, et puis une histoire et une identité qui peut être plus collective et culturelle. Et au travers de ça, c'est vraiment les rapports intergénérationnels, la transmission, l'entraide, les échanges, la co-construction et aussi parfois le contrôle qui se mettent en œuvre. Alors, qu'est-ce qui se passe en termes de transmission, de tensions, préjugés, conflits entre les générations? Parfois, il y a du contrôle intergénérationnel, mais ça peut faire partie de l'éducation, hein, ça dépend de comment on regarde les choses. Hein. Le contrôle des parents sur les enfants, ça fait aussi partie de l'éducation, selon la manière dont on conçoit l'éducation et dont on conçoit le contrôle. Il y a beaucoup de nostalgie aussi, souvent chez les adultes et les aînés. Et là, c'est quelque chose qui n'est pas partagé au départ par les jeunes générations. Donc les jeunes générations vont entendre parler de cette nostalgie-là, puis ça va faire partie parfois de la transmission qui va se mettre en place. Il y a de la déception qui peut être partagée, et là, les enfants vont souvent le vivre comme quelque chose d'un petit peu difficile, de la peur aussi, des préjugés. Mais souvent, ces préjugés-là, ils sont relayés par les différentes générations, mais ils sont beaucoup relayés aussi par les médias. Toute l'idée qu'il y a une polarisation tradition-modernité, que les enfants seraient dans la modernité, puis les parents dans la tradition. C'est pas vrai, tout le monde change. Et les cultures changent dans les pays d'origine, et aussi ici, les gens changent aussi. Donc, faut arrêter d'avoir ce préjugé-là, et surtout, il faut arrêter de le transmettre dans nos médias, de le transmettre dans tout ce qu'on relaye. Ensuite, il peut y avoir un conflit de priorisation des valeurs. Hein, bien sûr, on est dans des sociétés individualistes qui peuvent s'opposer à une vision plus collectiviste. Mais justement, la famille, la valeur famille ou le nous familial peuvent aider à faire la transition finalement entre ces deux visions du monde, plus individualiste ou plus collectiviste. Et puis, il peut y avoir aussi beaucoup de tabous sur l'histoire. Et entre autres, je pense aux personnes réfugiées des guerres, etc. Il y a beaucoup de choses que les parents, grands-parents, pour protéger leurs enfants, ne vont pas vouloir dire. Et ça peut être quelque chose qui pèse dans les relations et qui va être important à un moment donné d'arriver à ressortir dans un dialogue d'une autre manière. Alors, mais il y a aussi, il n'y a pas que des choses difficiles, il y a aussi
du partage, de la fierté, des échanges, de la circularité. Là, je vous ai mis quelques extraits de verbatim, une jeune femme par exemple qui dit « Au plus fort de la guerre et de notre errance, je la voyais, elle, c'est sa grand-mère dont elle parle. Elle nous suivait malgré son âge, elle était là, sereine, elle ne se plaignait pas. Quand je la regardais, je ne pouvais pas ne pas continuer. J'ai résisté et je suis allée jusqu'au bout, c'est parce qu'elle était là. » Donc sa grand-mère. Tous ces extraits de verbatim là nous montrent que on n'est pas que dans cette idée d'un contrôle, on est vraiment dans cette idée qu'il y a une circulation et puis qu'on se repose les uns sur les autres aussi. Et ça, c'est extrêmement important. 3 types de transmission, je ne vais pas beaucoup insister là-dessus, mais quand même, il y a une transmission qui est très linéaire. Donc, les grands-parents qui transmettent aux parents, qui se transmettent aux enfants. Puis ça peut passer à travers de la nourriture, par exemple. Ça peut passer au travers des fêtes, au travers de certains rituels. Mais il y a aussi une transmission qui est circulaire. Et là, finalement, on voit que les enfants, par exemple, vont transmettre aussi des choses et co-construire des choses avec les parents et avec les grands-parents. La nouvelle technologie, hein, vous le savez tous, combien ça fait partie de ces réalités-là, mais l'apprentissage de la langue, combien de grands-parents apprennent quelques éléments de la langue de la société dans laquelle ils vivent maintenant avec leurs petits-enfants. Les parents n'ont pas le temps. Les parents sont occupés à travailler, à essayer de gagner la vie de la famille. Et c'est souvent les petits-enfants qui vont prendre du temps avec les grands-parents, puis ça va être précieux pour eux ce temps-là aussi, de les aider à se débrouiller quelque part. Je parlais dernièrement avec des jeunes Chinois, justement de Brossard, et qui disaient combien pour eux c'était important d'accompagner leurs grands-parents qui ne parlaient pas la langue, de les accompagner dans leur démarche, d'être là avec eux, et en particulier pendant la Covid, pendant la pandémie, combien ils avaient été présents auprès de leurs grands-parents. Et donc là, on est vraiment dans une espèce de transmission qui est beaucoup plus circulaire, qui n'est pas juste linéaire. Et puis, il y a des ruptures. Des fois, il y a un des membres qui ne va pas bien dans les générations. Puis là, ça peut créer des ruptures, ça peut créer des conflits. Mais par rapport à ces ruptures-là, là encore, hein, il y a de la reconnaissance, il y a de l'amour, il y a du respect. Et ça se manifeste de différentes façons. Dans un projet qu'on avait fait avec des enfants en classe d'accueil, on a des extraits de journal qui avaient été écrits par des jeunes, un garçon qui s'appelait Claudio. Je choisis de parler de la personne la plus importante de ma vie, qui est ma grand-mère, parce qu'elle est très gentille. Quand je lui parle, elle m'écoute. Je me souviens quand ma grand-mère chantait une chanson, elle pleurait. Maintenant, je me rappelle de son visage, plusieurs souvenirs d'elle, aussi tout le temps passé avec elle. Donc, on voit là comment finalement, même dans la migration, même dans le fait que chacun vit des choses différentes et difficiles, ces personnes-là qui font partie de notre lignée, hein, comme le disait je suis désolée, je n'ai pas pu retenir les prénoms. La personne qui a chanté avant, qui nous a emmenés dans le domaine des émotions, même dans notre lignée, il y a des choses hein, qui nous renvoient à de l'intergénérationnel et à du respect et à de la fierté aussi intergénérationnelle. Donc gardez en tête que dans l'immigration, tout le monde change, tout le monde se reconstruit, les changements s'entrelacent, puis il y a des dialogues qui permettent des échanges et des entrelacements. Alors on va passer à ces dialogues rapidement. On peut imaginer des dialogues qui vont se passer au travers de groupes dans lesquels on se raconte. Alors ça peut être des groupes interculturels et intergénérationnels, et c'est là toute la beauté de l'affaire, dans laquelle on se raconte, dans laquelle on raconte par exemple notre migration. Chacun la raconte à sa façon et on écoute la façon dont l'autre la raconte. Et là, ça nous amène vraiment à comprendre le point de vue de l'autre. C'est sûr que le point de vue du grand-parent, le point de vue du parent et le point de vue de l'enfant va être extrêmement différent. En même temps, c'est la même migration, c'est la même réalité qu'ils ont vécue, puis ils vont s'aider là-dedans. Mais il va être très important de créer ces dialogues-là, non seulement au sein d'une même famille, mais en mettant ensemble plusieurs familles qui vont pouvoir partager autour de ces questions. Alors, il peut y avoir toutes sortes de projets artistiques, culturels, intergénérationnels, interculturels, qui visent à mettre de l'avant des productions culturelles. Hein. Les productions culturelles, c'est important parce que c'est porteur de continuité, hein, la transmission linéaire, mais en même temps, quand on les construit, ces productions-là, on peut les construire ensemble. Et là, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus circulaire, hein, entre les générations, qui est beaucoup plus intergénérationnel. Oups, ça s'est éteint là-haut. C'est moi qui ai fait une bêtise. Voilà, c'est bon.
Bon, je vous ai parlé un petit peu de ce qu'on avait fait en classe d'accueil. En fait, on avait travaillé avec les enseignantes pour que les enfants écrivent des journaux familiaux et que les parents participent à ces journaux-là. Donc, ils écrivaient. Les enfants écrivaient en français et dans leur langue maternelle. Les parents écrivaient comme ils le voulaient, donc souvent dans leur langue maternelle, et racontaient leurs histoires, leurs souvenirs. Donc, il y avait des thèmes qui étaient abordés, etc. Ça, c'est des pratiques vraiment intéressantes parce que les parents et les enfants se disent là des choses qui se sont jamais dites, en fait, s'écrivent surtout des choses qui se sont jamais dites et qui vont permettre là d'instaurer des dialogues. Puis après, les enfants et les familles se lisaient leurs journaux et donc il y avait un partage après au sein de la classe entre les différents adultes et les différents enfants. Et c'est quelque chose qui est vraiment porteur, hein. C'est des petits projets mais qui permettent de faire avancer les choses. Un autre projet qui a eu lieu l'année dernière, enfin pendant la pandémie en fait, qui s'appelait l'empowerment des filles par l'expression artistique. C'était des filles et des mères musulmanes qui ont travaillé ensemble à travers de l'expression artistique. Donc en fait, l'objectif, c'était de travailler à la fois des ateliers sur le féminisme, l'identité, la citoyenneté et l'empowerment, et en même temps d'avoir une création artistique, donc de peinture. Il y avait des personnes, des peintres qui accompagnaient les groupes, et de créer aussi des raps. Au départ, c'était des raps, en fait, c'est devenu de la poésie, beaucoup. Et donc, les mères, les filles, et ensuite en lien avec d'autres personnes des sociétés de la société québécoise, sont allées dans les régions. Ils ont créé donc des peintures et ils ont créé des poésies qui ont été partagées. Ça a été vraiment des grands moments. Et j'étais à la dernière rencontre où les mères vraiment expliquaient combien pour elles ça avait été important, combien elles avaient appris et combien ça les avait aidées dans leur propre empowerment. Au départ, c'était les filles qui étaient visées, mais combien finalement de faire ce travail-là intergénérationnel avait solidifié les mères aussi et solidifié les jeunes qui, au départ, par exemple, elles avaient 14-15 ans, pouvaient être très timides, par exemple, et qui, à la fin, prenaient le micro, parlaient, expliquaient. Elles étaient tellement vivantes que c'était vraiment... Et après, elles ont mené toutes sortes de projets dans leurs écoles et cégeps. Et puis le dernier projet, et là après ça on ira avec les questions, c'est Femmes et Féminisme en dialogue. Donc c'est un réseau, un projet de recherche action médiation qu'on a mené d'abord au Québec, puis après dans 12 pays, où plus de 600 femmes ont été en relation autour au départ des tensions qui pouvaient exister entre les femmes au Québec sur le rapport au féminisme en fait. Donc on est parti de là. On a créé, avec justement aussi de l'expression artistique, beaucoup de rencontres. Et puis, petit à petit, on a travaillé sur la mise en dialogue. Donc là, on a utilisé les arts, la narration, puis créer et raconter ensemble. Hein. Donc toujours ça comme porteur finalement d'échanges et porteur de co-construction intergénérationnelle et interculturelle. Et je vous laisse sur cette image-là, comment se met en place un dialogue. Je vais vous lire le dernier poème, mais je ne le vois pas bien, alors je vais aller me mettre là, et c'est la conclusion. Donc je vais vous lire le dernier poème parce que je l'aime beaucoup. Donc c'est sur le pont. Le pont est une frontière avec la grâce et la malédiction de la frontière, où il arrive quelquefois qu'on ait des ailes plus grandes mais coupées. Les gens d'une rive sont pleins de préjugés à l'égard de ceux de la rive opposée, alors qu'eux-mêmes paraissent à ces derniers souvent barbares et dangereux. Mais si on commence à aller et venir d'un bout à l'autre du pont, à aller d'une rive à l'autre jusqu'à ne plus bien savoir de quel côté on se trouve, ni dans quel pays on redevient bienveillant envers soi-même et le monde nous plaît. Donc voilà. Super. Ben, merci beaucoup, Michel, pour cette présentation qui ouvre bien la journée d'aujourd'hui. Je me présente, c'est moi, Vincent, qu'on a mentionné mon nom quelques fois. Merci d'être là. Donc, en fait, je vais être rapide parce que je veux qu'on laisse beaucoup de temps pour les questions. Donc, si vous avez une question que vous avez envie de poser à Michel, c'est le moment de le faire. Simplement, levez votre main, je vais venir vous porter le micro.
Et puis, je vous demande de vraiment porter attention dans la formulation de vos questions, d'y aller avec des questions ouvertes. Des fois, on a tendance à demander est-ce que, puis là, ça finit oui ou non, mais ça laisse peu de place à la réflexion, de prendre ça en considération, puis surtout d'être bref pour être capable de passer le plus de gens possible au micro. Donc, on a une quinzaine de minutes à peu près. Est-ce que déjà, j'ai des volontaires qui veulent briser la glace? Super, alors voilà. Merci, bonjour. Moi, c'est Rossana de l'organisme Montréal la plus heureuse. Je suis très intéressée en particulier au projet de journal. Je voulais vous demander quelle était la consigne. Est-ce que c'était de raconter des souvenirs ou aussi écrire sur la vie quotidienne que les familles vivaient? Ben, je dirais c'est les deux, hein. C'est-à-dire il y avait plusieurs thèmes hein, et on l'a fait au primaire et au secondaire. Donc c'était un petit peu différent hein, parce que les enfants n'ont pas le même âge. Donc il y avait plusieurs thèmes, mais en particulier il y avait un thème sur les souvenirs, les bons souvenirs, aussi sur qu'est-ce qui s'est passé au moment où on s'est déplacé pendant la migration, mais aussi ben, la vie quotidienne, hein, comment ça se passe à la maison, etc. Et il parlait beaucoup des personnes significatives pour eux. Hein. Je vous ai mis quelques extraits là, mais vraiment ça c'était quelque chose d'important. Donc beaucoup de jeunes, des enfants et des adolescents aussi ont parlé des personnes significatives pour eux, qui étaient des membres de leur famille, souvent, et des aînés. On l'a fait juste après le tremblement de terre en Haïti. Donc il y avait beaucoup de jeunes haïtiens qui étaient dans entre autres les ados, là, en classe d'accueil au secondaire. Et eux ont beaucoup parlé de leurs aînés. Certains qui étaient décédés, d'autres qui les avaient accueillis ici. Donc là, on voyait vraiment des rapports intergénérationnels qui avaient été avec un grand traumatisme hein, en même temps, mais comment finalement ces rapports-là construisaient les personnes et les aidaient à s'enraciner. C'est bon, ça répond à votre question. Super. Deuxième personne. En lien avec le même projet, je voudrais savoir, les personnes âgées qui viennent Oui. déçues d'ailleurs, il y en a qui n'ont jamais appris à lire ou à écrire. C'est qui écrivait pour eux? Alors, c'est une très bonne question. Par exemple, ça pouvait être leurs enfants, c'est-à-dire les parents. Hein. On faisait des ateliers famille aussi, c'est-à-dire les enfants écrivaient en classe. Après ça, on faisait des ateliers avec les familles, puis c'était des organismes communautaires avec lesquels on organisait ces ateliers-là. Donc, c'était dans le quartier ou à l'école, selon les cas. Et par exemple, il pouvait y avoir là un grand-parent qui était présent, qui effectivement ne savait pas lire ni écrire. Et c'était le parent ou quelqu'un qui connaissait la langue, qui allait écrire pour lui ce qu'il souhaitait. Par exemple, on avait des Bhoutanais à Sherbrooke à ce moment-là. Puis là, les Bhoutanais, effectivement, la langue française, pour eux, c'est extrêmement lointain. Là. Et en plus, il y avait beaucoup de personnes âgées parce qu'ils étaient arrivés les 3 générations ensemble, là, vraiment. Donc là, les parents, quand ils le pouvaient, écrivaient, mais même les parents, déjà, des fois, ne pouvaient pas. Donc c'était les enfants qui écrivaient pour leurs parents et pour leurs grands-parents. Ça répond à la question. Super. Ah, quelqu'un, une main timide vers l'arrière, peut-être? Ah! La même question. D'autres questions? Il nous reste encore un gros 5 minutes. Sinon, moi, j'en ai une, mais j'aimerais ça vous entendre, vous. OK, je vais lancer la mienne, mais gênez-vous pas si ça vous inspire d'autres questions. Moi, en fait, elle est vraiment sur le PowerPoint parce que étant dans la logistique, j'ai malheureusement pas pu tout écouter, mais j'ai hâte de le réécouter. On va le rendre d'ailleurs disponible sur YouTube, la conférence. Mais ma question, donc, c'était par rapport à un tout petit point, mais qui m'a vraiment intrigué. Ça parlait au niveau de l'identité, surtout chez les jeunes, qu'il y a parfois une alternance contradictoire entre le « eux » et le « nous ». Fait que j'avais envie d'approfondir un peu qu'est-ce que vous vouliez dire par là, puis surtout, comment, en tant qu'adulte, on peut aider les jeunes générations à naviguer entre ces deux pôles de l'identité? Je dirais que c'est peut-être les jeunes qui nous aident plus, les adultes, à naviguer. Parce que pour nous, adultes, ce nous et ce eux, des fois, il y a une frontière importante, en particulier dans la migration. Hein, quand on arrive, ou même quelques années après, il y a le nous immigrant ou le nous de notre communauté, etc., par rapport au eux québécois et vice-versa, c'est-à-dire le nous québécois, à Sherbrooke, dans la réalité locale, par rapport à eux, ceux qui arrivent ou ceux qui n'ont pas vécu ici depuis aussi longtemps que nous. Donc, chez nous, les adultes, les frontières sont plus marquées.
Chez les jeunes, effectivement, ils sont beaucoup plus habitués à naviguer. Pourquoi? Parce qu'ils vont à l'école, parce qu'ils fréquentent des jeunes de différentes origines. Notre animatrice parlait tout à l'heure combien elle avait envie, quand elle était en Abitibi, de fréquenter aussi des gens du monde entier. C'est vrai qu'à l'école, on va fréquenter plus souvent des jeunes de la majorité, sauf dans certaines écoles montréalaises où il n'y a pas de majorité, puis il y a tout un mixage, mais dans nos régions, et puis dans aussi pas mal d'écoles, finalement, les jeunes migrants vont fréquenter des gens de la majorité, d'abord, des jeunes de la majorité. Ça se passe plus ou moins bien. Il y a parfois aussi des frontières, des nous et des eux, qui sont à dépasser. Mais je dirais que justement, l'enseignement, l'éducation, l'enseignement, c'est ça que ça vise. Ça vise à dépasser ces frontières-là, à aider ces jeunes-là, quels qu'ils soient, à se créer cette identité individuelle, personnelle, mais qui va référer à plusieurs groupes d'appartenance. Donc j'ai ma famille, j'ai une communauté d'origine peut-être, une communauté religieuse, mais j'ai mon groupe de sport, j'ai les amis de ma classe, j'ai mes voisins, etc. Et donc les jeunes naviguent plus au départ, puis c'est eux souvent qui vont amener, par exemple, les parents chez leurs amis. Parce que on va les emmener pour passer la nuit. Là, les parents immigrants, ils vont dire non, je veux les connaître, les parents. Là, je vais pas te laisser partir comme ça. Et donc là, on va créer vraiment un cercle, quelque chose de circulaire davantage. Puis on va arriver, peut-être pas à éradiquer complètement les frontières, parce qu'il y en aura toujours, mais à les passer. C'est l'autre poème, c'est la traversée. Là, c'est comment on passe finalement les frontières. Merci. J'ai le temps pour une dernière question. Oui, il y a une dame. Voilà. Voilà. Oh là, il y en a deux. J'ai, au fond, été un peu une milliseconde plus rapide. Je suis désolé. Mais j'imagine pendant la pause, peut-être, est-ce que vous serez disponible si les gens veulent aller vous parler, Bien Michel? sûr, oui. Oui, super. Bon. Bonjour. En fait, Bonjour. moi, la question que j'ai, c'est en ce qui concerne la transmission linéaire et circulaire. Donc, comment qu'on fait pour faire la distinction à tous les jours et le dialogue aussi, comment qu'on peut arriver à un dialogue s'il y a de la méconnaissance. Merci. C'est des grandes questions, ça va être difficile d'y répondre en 2-3 minutes. Je dirais, la transmission linéaire et circulaire, on n'a pas besoin, de savoir si elle est linéaire ou circulaire. L'important, c'est de les vivre et c'est de les favoriser, en fait. Donc, on peut créer des activités où ça va être plus circulaire parce que les jeunes, par exemple, savent des choses ou vont pouvoir informer les adultes ou les aînés de choses qu'eux connaissent, que les aînés connaissent moins. Ça peut être au niveau de la langue, je parlais des nouvelles technologies, etc. Mais la transmission linéaire et circulaire, quand je parlais de la cuisine, par exemple, les jeunes peuvent apprendre de la cuisine d'ici ou de la cuisine de leurs autres amis du monde, puis ils vont le partager aussi avec leurs parents, avec leurs aînés. Si on organise un repas interculturel ou multiculturel, là, il y a quelque chose d'intergénérationnel aussi, puis très circulaire qui va se mettre en place à partir du moment où on fait de la place à la fois aux jeunes, aux aînés, puis à ceux qui sont au milieu, c'est-à-dire les adultes qui ne sont ni dans la catégorie des jeunes, ni dans la catégorie des aînés. Donc ça c'est vraiment important de favoriser en fait ces différents types de transmission, puis peu importe qu'elles soient linéaires ou circulaires, mais il faut créer le cadre. Puis c'est dans ce cadre-là aussi que les dialogues peuvent se mettre en place. Donc il faut vraiment créer des conditions favorables au dialogue. Puis là, vous ne le voyez pas bien, et moi non plus, mais je vais... Voilà, c'est de la dernière diapo que je ne vous ai pas montrée, mais pour créer un bon dialogue, il faut être authentique, il faut créer des conditions de convivialité, c'est-à-dire qu'il faut partager des choses ensemble, il faut s'engager et créer des conditions pour que les gens s'engagent, il faut être inclusif, bien sûr, ouvert, et ça, ce n'est pas tout le monde au départ, mais c'est créer les conditions pour que ça existe. Il faut reconnaître qu'il y a du pluralisme entre les générations, entre les communautés culturelles, entre les familles, entre les personnes. On est différents et c'est bien. Et il faut aussi jouer sur l'esthétique. Il faut que les choses soient belles. Et c'est très important. On a entendu là quelque chose qui nous a tout à l'heure, les chants étaient très beaux, nous ont emmenés dans nos émotions. Quand il y a du beau,
ça nous emmène dans nos émotions. Et à partir de ce moment-là, ça permet le dialogue, ça permet l'engagement, puis ça permet aussi des échanges de savoir réciproques et égalitaires. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on sait rien, c'est pas parce qu'on est des aînés qu'on sait rien. Il faut créer ces conditions-là pour que le dialogue puisse être égalitaire. Ça se fait pas en 2 temps, 3 mouvements. C'est un travail, ça se prépare, un dialogue, mais quand on arrive à le mener, c'est magnifique, et puis ça continue. Donc, je vous invite à continuer, à instaurer des dialogues, à les continuer. Puis je sais qu'il y a plein d'activités, entre autres dans le panel dont on va entendre parler, qui visent aussi à travers différentes activités à créer des dialogues. J'espère avoir répondu. Merci, Michel, beaucoup. Merci beaucoup. Mon Dieu, mais je me suis reconnue très souvent à travers ce que vous avez raconté de la famille immigrante, des dynamiques, le savoir linéaire, circulaire. Je vais dire ça ce soir à la famille et j'ai hâte de voir. Je pense que ça va être des belles discussions. Mais vous l'avez dit, linéaire, circulaire, peu importe, en autant qu'on les vive. Fait qu'on va vivre ça ce soir. Alors, nous voici maintenant à notre première remise de prix. Vous êtes plusieurs organismes qui avaient fait des super activités. Donc, je vous explique un peu le déroulement. Je vais nommer les finalistes dans chaque catégorie. Je fais une courte description du projet.